Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On est donc ensemble pour une demi-heure. On va revenir en longueur dans cette émission spéciale, ça vous regarde, vous l'avez compris. On va revenir en longueur sur cette audition de François Bayrou par la commission d'enquête parlementaire dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Betterham. Je vous l'ai dit, 5h25 d'audition. Que faut-il en retenir? Sa version des faits a-t-elle convaincu? Nous aurons les premières réactions politiques, évidemment, et les réactions de nos invités en plateau. Nous sommes avec Éric Arassus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien élève de Betterham. Vous êtes une des quelques 200 victimes à avoir déposé plainte dans ce dossier. Et puis Mathilde Goannec, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez participé à l'enquête qui a été menée par votre journal sur cette affaire Betterham, une enquête qui a d'ailleurs été évoquée par François Bayrou, on va en parler avec vous dans un instant. Et puis deux députés vont nous rejoindre, Perrine Goulet pour le MoDem et Aïda Aïdizadeh pour le Parti socialiste, deux députés qui ont participé à cette audition du Premier ministre et qui sont donc en chemin entre la salle d'audition et nos studios. Elles vont arriver d'ici quelques instants. Et pour commencer, on prend la direction de la rue de l'Université pour aller voir Clément Perrouot. Clément, vous êtes donc devant le bâtiment où s'est tenue cette audition de François Bayrou. Exactement, rue de l'Université, juste en face du Palais Bourbon. Vous voyez, de nombreux journalistes sont encore présents. Les députés commencent à sortir et les premiers répondent aux questions des journalistes. Ce sont les députés qui étaient présents et qui ont donc participé à cette audition de François Bayrou. Vous l'avez dit, Clément, une audition fleuve, près de 5h30. C'est très rare d'avoir une audition aussi longue, surtout quand il n'y a qu'une seule personne qui est auditionnée. On a senti que François Bayrou s'était préparé. Enfin, a-t-il dit, dès qu'il a pris la parole, je vais pouvoir m'expliquer. Et François Bayrou qui a donc répondu en longueur aux questions qui lui ont été posées, revenant sur la chronologie des faits de façon très minutieuse, apportant également des documents qu'il a diffusés dans la salle d'audience. On l'a senti très pugnace, avec des réponses parfois extrêmement longues qui allaient vraiment dans les détails. Ce qu'on a ressenti aussi clairement dans cette audience, c'est de la tension entre François Bayrou et les co-rapporteurs, notamment le rapporteur Paul Vannier. C'est un député de la France Insoumise qui avait plusieurs fois interpellé dans l'hémicycle François Bayrou sur l'affaire Betterham. Et bien François Bayrou l'a accusé, je le cite, de malhonnêteté. Il a estimé qu'il manipulait ses propos, qu'il lui faisait dire ce qu'il ne disait pas. Il y a eu vraiment des scènes très tendues, y compris aussi avec la présidente de la commission. Sur le fond, François Bayrou n'a rien lâché, il s'en tient toujours à sa version des faits. Non, il n'est pas intervenu dans l'enquête. Non, il n'avait pas plus d'informations à l'époque que celles divulguées par la presse. Il y a eu, vous le savez, au cours de cette audition, certaines personnes qui ont témoigné et qui ont mis en cause François Bayrou. Il a estimé qu'il s'agissait là d'affabulation, balayant finalement d'un revers de main ceux qui l'accusaient dans ce dossier. Merci à vous Clément Perrouot, donc rue de l'Université, devant cette annexe de l'Assemblée nationale. Alors on va revenir bien sûr en détail sur ce qu'a dit François Bayrou pendant cette audition, mais un mot peut-être d'abord, si vous le voulez bien, sur la façon dont il s'est exprimé, sur le climat qui a régné pendant cette audition, climat qu'évoquait à l'instant Clément Perrouot. On commence par vous peut-être, Éric Arassus. Comment jugez-vous ce climat de tension qui a été permanent pendant toute l'audition ? Je pense déjà que c'était une audition qui était attendue. Ça faisait longtemps qu'on avait cette date. On attendait que c'était le Premier ministre aujourd'hui qui venait dire ce qu'il avait fait lorsqu'il était en responsabilité. Il faut le rappeler, il a été président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Il a été député de la circonscription, puisque moi je suis un ancien élève de Betterham, donc de la circonscription de Betterham. Je pense qu'on attendait vraiment ce moment depuis des semaines et des semaines. En tout cas, on a vu François Bayrou aujourd'hui qui était un peu mis devant le fait accompli, si on peut le dire. Alors, je vous interromps parce que François Bayrou s'exprime devant les journalistes à la sortie. Après cette audition fleuve, vous sortez comment de cette audition? Vous sentez comment? Il me semble que c'est assez clair. Tous, la presse, vous aviez écrit que c'était l'endroit où on allait jouer la responsabilité du gouvernement, que là serait le moment de vérité et que, grosso modo, c'était fini pour moi. C'est tout ce que vous avez tous écrit et publié. Il y avait des accusations qui, depuis 4 mois, sans que je puisse jamais répondre, pas une seule fois, parce que où répondre et à quoi? On a eu là pour la première fois la possibilité d'apporter non pas des dénégations, non pas des arguments, mais des preuves. Et
fait par fait, événement par événement, accusation par accusation, on a pu montrer que tout était sans fondement. Et ce qui était plus choquant pour moi, c'est que les victimes étaient totalement absentes de ces questions. Les garçons, les filles qui sont pris dans des choses aussi lourdes et aussi terribles et insupportables, il n'était pas question, il était question, depuis 4 mois d'ailleurs, que du Premier ministre et du fait qu'il fallait le faire démissionner, abattre le gouvernement et après celui-là en abattre un autre, ce qui a été montré. Il y a des dizaines de milliers en tout cas. Il y a des milliers de tweets qui ont été lancés depuis des mois pour expliquer que j'avais menti ou que je n'avais pas protégé les enfants ou que Et on a pu montrer que tout ça était faux. Était faux avec des faits, avec des preuves, des dates. Et donc oui, pour moi, c'était un moment un peu libérateur, en dépit du chagrin que me cause la situation ou les souffrances de ceux et celles qui ont été pris dans tout ça. Est-ce que désormais vous espérez ne plus en entendre parler et pouvoir vous concentrer sur d'autres choses? C'est derrière vous maintenant? Vous êtes très optimiste. Je pense en tout cas que beaucoup de Français qui, depuis 4 mois, ça veut dire 16 semaines ou 18 semaines, recevaient ces messages âgés continus, comme il n'y a pas de réponse possible, ils finissent par penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Y compris des gens que j'aime et que je connais, qui disaient quand même, s'ils affirment tout ça, ben c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai. Monsieur Bayrou, si vous aviez agi à l'époque, est-ce que vous ne pensez pas, en tant que ministre et aussi en tant qu'élu local, que vous auriez pu changer les choses et éviter d'autres victimes? Monsieur, vous n'avez pas assisté à cette audition, parce que si vous aviez assisté, vous auriez fait, comme tout le monde, constater la somme des actions qui ont été les miennes instantanément. Comme ministre, instantanément. J'ai agi dans les 48 heures, le jour où on a appris qu'il y avait une plainte sur ces sujets. Et donc cette affirmation-là, qui est une accusation, elle a été démentie par toute cette séquence. Si vous y aviez assisté, vous l'aurez compris. Vous avez amené le livre La Meute pour vous. Vous voyez la patte de Jean-Luc Mélenchon derrière cette commission Bétharame? Non, il se trouve que je connais Mélenchon depuis longtemps et que je ne résume pas l'action de ces groupes à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi l'avoir amené ce livre? Je l'ai amené parce qu'il y avait des phrases dans le livre qui correspondaient exactement à ce qu'on était en train de vivre. Par exemple, le fait que vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi. Ah bon? Alors si une commission d'enquête n'a pas besoin d'être de bonne foi, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc de ce point de vue-là, vous savez, moi je ne fais pas de personnalité, je sais ce que c'est la politique à peu près, mais je sais ce qu'est l'injustice. Et ceux qui, au long de ça a duré quoi, 5h30 cette commission d'enquête. Vous êtes bavard aussi quand même. Hein? Vous êtes bavard, vous portez ma digression des fois? Non, c'est la première fois que je pouvais me défendre depuis 4 ans, depuis 4 mois. On vous a sollicité complément d'enquête justement pour avoir un retour. Oui, bien justement, je choisis les émissions dans lesquelles je participe. Cette commission était très à charge. C'était à charge. Merci, c'est fini. Cette histoire de baffe là, vous êtes pas trop Pas de souci. Voilà donc pour cette réaction du Premier ministre à l'issue de son audition par la commission d'enquête parlementaire. Un Premier ministre satisfait de cette audition. On a pu montrer que tout était sans fondement. Ce sont ses mots. Il évoque un moment libérateur. Et il estime que les victimes, à ses yeux, n'ont pas été assez présentes dans le cadre de cette audition. Perrine Goulet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Députée du groupe démocrate et porte-parole de votre groupe. Et vous avez donc assisté à cette audition. Oui. On vous a même entendu prendre la parole. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé des victimes. Mais est-ce que c'était le jour pour parler des victimes? Alors,
Elles ont été au cœur de tout le travail de la commission d'enquête depuis des semaines. Mais aujourd'hui, cette commission d'enquête, elle est là pour faire en sorte de comprendre pourquoi des enfants ont gardé le silence pendant trop longtemps, pourquoi des adultes qui savaient n'ont pas emmené les faits vers la justice et pourquoi il y a eu ce silence coupable qui fait qu'on a pu, en toute impunité, mettre des coups et avoir des violences sexuelles vis-à-vis de ces enfants. Et pour vous, cet aspect-là n'a pas été suffisamment évoqué ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai surtout vu des piétinements sur certains faits précis. Est-ce qu'on a rencontré le juge chez lui, sur le chemin ? Enfin, on parle de faits d'il y a 40 ans. Je veux dire, à un moment... Mais vous étiez beaucoup plus dur dans le cadre de l'audition. Vous avez parlé d'une audition lunaire relevant du procès politique. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a passé des heures au carré à parler de micro-sujets, à savoir est-ce qu'il a parlé avec le juge à tel ou tel endroit, est-ce qu'il a dit telle ou telle chose. On parle de faits d'il y a 40 ans. Mais ces questions n'étaient pas légitimes à vos yeux quand on sait les responsabilités qu'a pu avoir François Bayrou à l'époque, qui, je le rappelle, donc, a été ministre de l'Éducation nationale au moment où les premières plaintes ont été déposées. Et il avait plusieurs de ses enfants scolarisés dans cet établissement. Ministre de l'Éducation nationale. Et pendant plus d'une heure, on lui a reproché de ne pas avoir lu un travail d'un inspecteur, c'est pas péjoratif, mais d'un inspecteur de province. C'est le premier niveau, j'allais dire, d'inspection de l'Éducation nationale. Il aurait fallu que ce premier niveau soit lu par le ministre de l'Éducation nationale. Enfin, depuis quand un ministre de l'Éducation nationale descend aussi bas dans les dossiers ? Non, je rappelle, il était ministre de l'Éducation nationale et parent d'élèves. Oui, mais aujourd'hui, on le voit bien, même sa fille le dit, qu'elle n'a pas avoué à son père qu'elle avait été victime de violence. Et quand on voit aujourd'hui tous les enfants qui sont victimes de harcèlement, qui n'en parlent pas à leurs parents et qui finissent par se suicider sans que les parents se soient rendus compte que les enfants étaient victimes de violences, on sait très bien que les enfants arrivent à dissimuler les violences sur lesquelles ils sont souvent soumis. Et donc, le vrai sujet que moi j'attendais de cette commission d'enquête, c'est de savoir ce qui a manqué à l'époque, voir s'il y a des choses législatives à bouger pour qu'aujourd'hui, on n'ait plus de nouvelles victimes. Et ça, on ne l'a pas eu. Et je trouve qu'on s'est trop focalisé sur la personne de François Bayrou au détriment de regarder le système de l'époque, voir aussi pourquoi, par exemple, en 98, le signalement du procureur ne remonte pas comme il faut à la garde des Sceaux, que la garde des Sceaux n'informe pas forcément le député qui est à l'époque François Bayrou. On voit bien qu'on était dans une époque où la circulation d'informations n'était pas encore, j'allais dire, aussi intéressante qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a encore des problèmes, on le voit bien. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on trouve les solutions pour lutter contre les violences dans tous les établissements où sont accueillis les enfants, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a encore trop d'enfants victimes de violences dans tous les établissements, scolaires bien sûr, mais également dans les foyers de protection de l'enfance. On va faire tourner la parole un peu si vous le voulez. Je vous interromps, je suis désolé. Pendant que vous vous exprimiez, Aïda Hadizadeh nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc députée socialiste et que vous avez participé aux côtés de Perrine Goulet à l'audition du Premier ministre à l'instant. On vous a entendu d'ailleurs poser une question également. Peut-être un mot de ce que disait Perrine Goulet à l'instant. À ses yeux, il n'a pas été suffisamment question des victimes lors de cette audition du Premier ministre. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Je le partage, et le premier responsable, c'est peut-être aussi François Bayrou. Moi, j'attendais de cette audition qu'elle soit un moment de vérité. François Bayrou, parce qu'il est avéré qu'il a eu des propos sur lesquels il est revenu, puisse dire « Oui, c'est vrai, je n'ai pas suffisamment su entendre les alertes qui m'a été faites. » Je suis désolé, je vous interromps. On va revenir sur ce que vous dites à l'instant, mais il y a la présidente de la commission d'enquête qui s'exprime en direct. Monsieur, allez-y. Voilà. Je sais. Alors, tout d'abord... Est-ce que tout le monde est en place? On prend le temps. Tout le monde est bien? Je repose ma question. Est-ce que le Premier ministre a commis pour vous une parjure? Est-ce que vous allez saisir le procureur de la République? Alors, vous comprenez bien qu'à chaud, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux dire clairement, c'est que de toute façon, nous allons réécouter les bandes-son, nous allons revisionner l'audition entièrement et nous prendrons les décisions qu'on doit prendre. Mais il faut nous laisser du temps. Nous avons jusqu'à la fin de la commission, en fait, et jusqu'à la remise du rapport fin juin, pour nous décider sur quelques décisions que ce soit. De manière générale, comment vous l'avez trouvé, comment cette commission? Alors justement, j'ai trouvé que la commission, vous l'avez vu, l'audition a été très longue, mais elle a été très importante. Je l'ai trouvé confus, imprécis, parfois même grossier et un peu plutôt agressif à notre égard. J'ai trouvé que nous avions mené nos travaux aussi sereinement que d'habitude, avec beaucoup de sérieux,
avec la même méthodologie que l'on utilise depuis plus de 2 mois et nous avons auditionné plus de 100 personnes. Il faut le rappeler parce qu'on a été quand même beaucoup attaqué sur notre méthode. Nous avons les 2 rapporteurs, Violette Spilbou et Paul Vannier et moi-même, vraiment auditionné le Premier ministre comme nous avons auditionné toutes les autres personnes. Donc, clairement, nous, on est au travail, on continue, on poursuit. Nous allons bien sûr digérer cette audition, réécouter cette audition. Le but, vous le savez, je pense que vous le savez clairement, c'est de trouver des mesures du gouvernement et de l'État pour qu'il n'y ait plus ces violences envers les enfants, pour protéger les enfants, pour protéger les élèves. La preuve aussi en est que nous avons auditionné, la toute première audition, ça a été les collectifs de victimes. Nous avons auditionné les victimes. Et c'est cette audition qui nous guide dans notre commission d'enquête. C'est cette audition qui est la clé, la première audition, qui est la clé de toute la commission et de notre vouloir agir. François Bayrou a fait sienne l'idée d'Alain Esquer qui est de créer un conseil des victimes. Est-ce que ça c'est une idée sur laquelle vous pouvez vous rejoindre? Écoutez, vous savez, une commission d'enquête, c'est 6 mois de travaux. Nous allons revisionner toutes les enquêtes, toutes les auditions. Et nous allons faire des préconisations. Nous avons déjà beaucoup de pistes pour les préconisations. Et nous verrons le type de préconisations. Mais les préconisations essentielles, c'est comment l'État, comment l'éducation nationale contrôle les établissements privés et les établissements publics. C'est les modes de contrôle. Voilà, chers collègues, merci beaucoup. Est-ce qu'après audition, merci beaucoup. Voilà donc pour cette réaction de la présidente de la commission d'enquête parlementaire. Une réaction peut-être, Aïda Adizadeh, est-ce que vous partagez ces mots très durs prononcés par cette présidente de commission d'enquête qui parle d'un Premier ministre confus, imprécis, parfois grossier, agressif à son égard à elle, à l'égard des 2 rapporteurs de la commission? Oui, on sentait que le Premier ministre avait préparé cette audition avec une seule ligne. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et il a entièrement basé ses réponses sur le fait qu'il était la victime, la principale victime. Et c'est pour ça que je suis profondément choquée par le fait que lui-même dit on a très peu parlé des victimes. Et il a dit quelque chose que je n'arrive toujours pas à digérer, qu'au final, c'est peut-être grâce à lui qu'on s'est autant intéressé à cette affaire. Il y a eu une de Libération avant qu'il soit Premier ministre. Monsieur Bayrou, à ce moment-là, aurait pu, parce que c'était un établissement qu'il connaissait parfaitement bien, ses 3 enfants étaient scolarisés, prendre contact avec les premières victimes, se soucier de cette parole qui émergeait, la une de Libération, bien avant qu'il soit Premier ministre. Et là, j'ai trouvé ça grossier, honteux et indigne. J'ai des mots encore plus durs que la présidente. En même temps, les faits ont été révélés il y a plusieurs mois et M. Vannier s'en est préoccupé uniquement quand François Bayrou était Premier ministre. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a voulu le dire. Bien entendu, on est bien d'accord que ce n'est pas grâce à lui en tant que tel. C'est ce qu'il a dit. C'est la commission d'enquête qui était ciblée par François Bayrou ou Paul Vannier. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on essaye d'instrumentaliser, parce que dès la première question du gouvernement de M. Vannier. Non, je pense que François Bayrou l'a très bien dit, quand du départ on l'accuse d'avoir couvert des pédocriminels, à un moment on voit bien qu'on ne cherche pas la vérité. Moi aussi, comme vous, je cherche la vérité. Mais aujourd'hui, pour chercher la vérité, il faut la chercher sereinement et pas arriver avec des conclusions déjà faites. Or, M. Vannier vous a aidé à chercher la vérité. Si vous voulez, il y a 3 jours, M. Vannier disait déjà, de toute façon, on va prouver qu'il a menti et qu'il a fait 14 mensonges. On ne peut pas commencer une audition où on dit... de toute façon, il a menti. C'est-à-dire que les conclusions sont prêtes avant même l'audition. Vous lancez le débat avant qu'on revienne peut-être sur les faits. Avec Madame la Présidente, c'est que justement, il a été très précis. Il a emmené des faits, il a démontré un certain nombre de fausses informations, et ça, je pense que c'est important. Alors justement, on va réécouter, et nos téléspectateurs aussi qui n'ont peut-être pas suivi l'intégralité de cette longue audition. Donc, retour sur cette audition de 5h30 avec Hélène Bonduel. La salle d'audition est déjà comble lorsque le Premier ministre arrive. François Bayrou s'est préparé. Devant lui, le livre « Le silence de Bétharam » d'Alain Esquer et La Meute, une enquête sur la France insoumise. Et c'est Paul Vannier qui ouvre le bal des questions. Monsieur le Premier ministre, le 11 février dernier, ici même à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré, je vous cite, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. » Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous aujourd'hui
sous serment devant notre commission d'enquête cette déclaration? Oui, je maintiens que je n'étais pas informé au-delà des journaux et au-delà de ce que j'ai fait comme ministre de l'Éducation nationale. L'audition se transforme rapidement en passe d'armes avec le co-rapporteur insoumis. Monsieur le député, je regrette, je ne me laisserai pas entraîner par vous. Ma version n'a pas varié. Vous m'interrogez, vous, en montant à la tribune, pour m'accuser d'avoir protégé des pédocriminels. Vous. Le ton est donné et il ne va pas changer. Monsieur Vannier, je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre. Et il dit « Vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi ». Irrité, parfois embrouillé, le Premier ministre s'en prend en réalité à la commission d'enquête et à son objectivité, allant même jusqu'à remettre en cause le témoignage sous serment de la professeure lanceuse d'alerte, Françoise Gulung. J'affirme que cette dame, je veux pas utiliser le mot de mentir, je déteste ce mot que vous utilisez tant. Elle a affabulé devant la commission. Nous savons que nous avons le Premier ministre en face de nous et c'est très important d'être juste et factuel dans les questions que nous vous posons. Mais à l'inverse, je vous demanderai effectivement de ne pas considérer que tout ce travail est à charge contre vous. Finalement, durant toute l'audition, la tension aura été palpable entre le Premier ministre et les membres de la commission d'enquête. Ce sont deux réponses qui sont... Éric Arassus, alors on sait que François Bayrou a toujours nié avoir été informé de quoi que ce soit à l'époque des faits, notamment quand il était ministre de l'Éducation nationale. Sa ligne de défense aujourd'hui, ça a été la même. Il a martelé tout au long de l'audition que les seules choses qu'il a sues, il les a apprises dans la presse. Est-ce qu'il vous a convaincu là-dessus ? Pas vraiment, puisque à l'époque, moi j'étais en classe avec son fils, entre 93 et 96 à Bétarame, et on a alerté, même son épouse nous faisait la catéchèse, intervenait, donc le mercredi, on a alerté plusieurs fois, moi je me rappelle avoir dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur ces violences physiques parce qu'il n'y a pas qu'à l'internat, il y avait aussi lors des cours de sport, et on a alerté plusieurs fois, on a demandé à... Vous avez alerté, c'est-à-dire vous êtes tourné vers qui ? Vers les adultes, puisqu'on n'a jamais écouté la parole des enfants. Mais quels adultes ? Vers les intervenants extérieurs, c'est-à-dire les professeurs, vers les intervenants ponctuels, donc les gens de la catéchèse, les gens du sport, de l'amicale des sports, tout ça. Et en fait, on a alerté à multiples reprises, sauf qu'on n'a jamais écouté la parole des enfants. Tout à l'heure, quand je vous entendais qu'on n'entendait pas la parole des victimes... Effectivement, François Bayrou a dit vers la fin de son intervention, lors de l'échange avec les députés, aucun des enfants n'en parlait. Pourquoi ? Il faut comprendre pourquoi ils n'ont pas parlé. Vous dites si qu'on a parlé. En fait, on a alerté l'infirmière scolaire à de multiples reprises. Et le réseau des victimes de Bétarame, il est constitué depuis 4-5 ans maintenant. Aujourd'hui, on a constitué un groupe Facebook, je crois qu'on est plus de 300 personnes dedans. Et en fait, ça a toujours pris de l'ampleur, sauf qu'on n'a jamais été entendu parce que médiatiquement, on n'arrivait pas à avoir des relais. La seule chose qui arrive aujourd'hui, c'est que grâce à lui, comme il est Premier ministre, on arrive à médiatiser la chose. Mais sauf qu'on n'arrivait pas, des années après, on a toujours parlé d'imprescriptibilité face aux frais qu'on puisse porter plainte en tout cas. Mathilde Gohanec, vous avez été mise en cause par François Bayrou pendant son audition, pas vous personnellement, mais le journal pour lequel vous travaillez, Mediapart. Vous avez participé à l'enquête de Mediapart avec 2 autres journalistes, je crois. Tout à fait, oui, Antoine Rouget et David Perrotin. Qu'est-ce que vous répondez à cette mise en cause personnelle ? Le fait d'attaquer Mediapart, c'est très habituel. Donc là, il n'y a rien de spécifique à François Bayrou. Après, moi, je trouve que c'est grave sur la presse. Je rappelle, il vous a accusé donc de diffamation. Il n'a pas déposé plainte pour diffamation, mais il voulait le faire sur le fait que vous affirmiez que le département qu'il présidait avait financé Bétarame à hauteur d'1 million de francs. Oui, alors il annonce qu'il veut porter plainte pour diffamation contre nous le 11 février, enfin au début de l'affaire. Or, cet article dont il parle, nous le publions en mars. Donc je pense qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. À nouveau, je dirais. Et donc oui, voilà, moi je trouve que c'est grave, toujours c'est grave d'attaquer la presse. Je ne crois pas qu'on soit, comme certains ont plaisir à le dire, M. Sarkozy par exemple, que nous soyons une officine. Nous sommes un journal sérieux qui publie des enquêtes sérieuses sur l'ensemble du champ politique et pas sur M. Bayrou en particulier. Et sur le fond, après, par ailleurs, il attaque aussi le travail de la commission d'enquête, c'est un travail parlementaire. Donc je pense que là, on peut une forme de solidarité entre le travail parlementaire et le travail de la presse. Sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire parler des victimes, rendre hommage aux victimes ?
c'est pas quelque chose d'éthéré, une victime. C'est pas une commission d'enquête, c'est pas un travail de déploration ou de pur témoignage. C'est un travail de recherche de responsabilité. Et c'est ça qu'on attendait. Moi, j'étais très curieuse de savoir ce qu'il allait dire. La recherche des responsabilités. Pourquoi M. Bayrou est invité à cette commission d'enquête? Pas parce qu'il est seulement parent d'élève de Betaram. Il est, vous l'avez très bien rappelé, président du conseil départemental, député, ministre de l'Éducation, puis maire de Pau. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est cette partie de sa vie qui nous intéresse. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus quand il dit que c'est bon, on a bien compris, tout est faux. Qu'est-ce qui est faux dans ce que nous avons révélé depuis le début de l'année, dans ce que les travaux de la commission d'enquête ont révélé sur Mme Gullum, sur le juge Mirande, sur le témoignage des gendarmes, sur les alertes des élèves qui ont porté plainte, qui ont parlé à de multiples reprises. J'aimerais vous entendre, Perrine Goulet, peut-être sur ce que vient de dire Éric Arasu sur le fait qu'ils ont parlé, mais ils n'ont pas été entendus à l'époque. Oui. Je pense que c'est le vrai sujet. Et ils ont parlé, contrairement à ce qu'a affirmé François Bayrou. Non, mais monsieur nous dit qu'ils en ont parlé à l'infirmière scolaire. Qu'est-ce qui est ressorti de l'infirmière scolaire? Madame Gullum dit qu'elle savait. Qu'est-ce qui a été remonté à la justice? Je veux dire, on a quand même un vrai sujet. C'est qu'il y avait des adultes qui entendaient peut-être votre parole et qui a agi? Personne. Pourquoi il n'y a pas d'article 40 dans ce cas-là, alors, la problématique, je me suis posé la question. Et en fait, l'article 40 ne concerne pas les professeurs du privé parce que ce n'est pas considéré comme des fonctionnaires. Non. Non. J'ai vérifié justement tout à l'heure. Et je pense que c'est un trou dans la raquette qu'il va falloir... Les enfants peuvent être signalés. Donc, rappelons peut-être ce qu'est l'article 40. Mais... Pas au niveau de l'article. Et elles doivent les signaler quoi qu'il arrive, mais pas au niveau de l'article 40. Et peut-être que c'est notamment quelque chose qu'il va falloir bouger, c'est-à-dire à partir du moment où on est en responsabilité d'enfant, fonctionnaire ou pas, dans les clubs de sport ou dans le périscolaire, comme on l'a dit, il faudrait peut-être qu'on mette une obligation de signalement. Ils sont payés par l'État, ils sont agents publics. Alors ça dépend des intervenants, comme disait... Alors on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là. J'aimerais peut-être le sujet aujourd'hui, c'est, on avait, donc vous le dites, il y avait quelques enfants qui ont parlé et personne n'a pu récupérer leur parole et la traiter. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui-là. Et on n'en a pas parlé. On n'a pas du tout parlé lors de cette commission de comment on aurait pu capter la parole de ces enfants, pourquoi les adultes qui le savaient n'ont pas été en justice. Soupirer. Mais c'est exactement ce que je disais dans la question que j'ai posée. Pourquoi les adultes qui savaient ne sont pas allés vers la justice? Et c'est une vraie question. Personne ne parlait. Le vrai problème, c'est pourquoi les enfants ne parlent pas. Vous l'avez dit là maintenant, juste avant votre déclaration, et ça a été dit par M. Bayrou, ce qui est faux. Et maintenant, on en est à... ils ont parlé, mais les adultes à qui ils en ont parlé, infirmière scolaire, la professeure de mathématiques, Mme Gullum, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. D'autres adultes qui cumulaient des responsabilités. Donc, M. Bayrou, eux, ont pu être alertés et n'ont pas cherché à aller plus loin, n'ont pas cherché à assumer pleinement les responsabilités que les citoyens leur ont conférées. M. Bayrou est pour le cumul des mandats. Il a déclenché une blague. Et à plusieurs reprises, il nous a dit une inspection. Ah oui, mais quand il a su les faits, il a déclenché l'inspection. Alors, je rappelle l'inspection 1996, première plainte déposée un peu avant. Un inspecteur. Alors par contre, à ce moment-là, c'est pas une inspection pour viol et violence sexuelle. Non, c'est sur des faits de violence physique. Non, mais il faut qu'on le précise parce que depuis le début, l'inspecteur pédagogique régional qui aujourd'hui regrette la manière dont il a mené l'inspection. Déjà, c'est pas un inspecteur général, c'est un inspecteur académique. Il a fait une inspection de quelques heures. Dans le rapport d'inspection, ça n'a pas été dit lors de la commission d'enquête, et je n'ai pas pu le dire, Madame Gullum est mentionnée à plusieurs reprises. Madame Gullum n'a pas été entendue. Pas 1 heure, pas 5 minutes, elle n'a pas été entendue sous prétexte qu'elle était en arrêt maladie. Et ce rapport remet en question le fait qu'elle ait été agressée dans l'enceinte de l'établissement. Non, mais François Bayrou n'est pas responsable de l'enquête qui a été menée par l'inspecteur à ce moment-là. Mais il est responsable du fait d'avoir diligenté, non pas une inspection générale. Une inspection générale, c'est plus de moyens, c'est plus important. Mais il a commandé une inspection académique. Et maintenant, on le sait, ça a été dit d'ailleurs ce matin, on sait désormais, c'était dit lors de la commission d'enquête, moi je le savais, mais là ça a été dit en commission d'enquête, que les rapports d'inspection peuvent être caviardés selon les souhaits politiques. Et ça, c'est un véritable sujet aussi sur lequel on reviendra. Enfin, là, alors, on va peut-être avancer dans le... Qui laisse entendre que François Bayrou ait caviardé le rapport. Non, mais on là, sait je ne peux pas vous laisser dire ce genre de choses. J'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on revienne sur la ligne de défense de François Bayrou, si vous voulez bien. Je vais vous dire, vous parlez sur des points précis. Responsables politiques qui doivent savoir. Et cette inspection devait être je voudrais juste vous citer un exemple. On n'a pas mis tous les moyens pour trouver la vérité. Alors, pas toutes les deux en même temps, parce que là, on n'entend plus rien, les faits sont complexes. Je vais juste vous dire que même si on est élu, parfois, c'est compliqué d'avoir les informations. Dans mon territoire, dans ma circonscription, et pourtant, vous savez, je suis présidente de la délégation aux droits des enfants, ce genre de choses, j'y fais très attention.
dans un établissement public d'une commune de ma circonscription, un professionnel a violenté et agressé sexuellement un certain nombre d'élèves à l'heure actuelle, il y a moins d'1 an. Je ne l'ai pas appris directement. Je l'ai appris par des parents et par les psychologues qui recevaient ces enfants-là. Donc même des fois, quand on est dans ces territoires, même qu'on est investi sur ce genre de sujet, parfois on ne vient pas nous dire certaines choses. Vous n'étiez pas ministre de l'Éducation, ni présidente du directeur. Je ne suis peut-être pas ministre de l'Éducation, mais vous siégez comme moi en délégation droits des enfants. Dans mon département, ils savent tous que je travaille sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, si les psychologues sont venus vers moi en me disant on a un sujet, on reçoit beaucoup d'enfants qui sont victimes de violences dans un établissement et on a du mal à savoir... On va en revenir à l'audition de François Bayrou, si vous le voulez bien. S'il vous plaît, on va pas... C'est tout ce qui se passe. S'il vous plaît, on va avancer. On va en revenir à l'audition de François Bayrou et à sa ligne de défense. S'il vous plaît, Aïda Aguizadeh, voilà. On avance. On va revenir sur la ligne de défense de François Bayrou. Plusieurs auditions menées par cette commission d'enquête ont semblé la contredire et donc il a cherché à démontrer le contraire, preuve à l'appui. Je voudrais qu'on parle du juge Mirande. Pardon, on va peut-être rappeler qui est le juge Mirande. Il a été en charge du dossier judiciaire à la suite de la plainte pour viol contre le père Caricart en 1997. François Bayrou a dans un premier temps affirmé qu'il n'avait pas rencontré le juge Mirande en 1998. Le juge Mirande l'a contredit devant la commission d'enquête. On va écouter la réponse apportée par François Bayrou aujourd'hui. Il dit que je sautais le portail. Peut-être j'ai sauté le portail ce jour-là pour lui parler. Chez lui, il dit dans son salon, je lui fais confiance. Il m'a dit, ma fille était là, elle est montée pour nous laisser tranquilles. Donc ça devait être dans son salon, j'imagine, ou dans sa cuisine, je ne sais pas, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais je sais une chose avec certitude, c'est qu'il ne m'a rien appris sur cette affaire, parce que tout était dans le journal l'avant-veille. Mathilde Goannec, quand vous l'entendez sur cette ligne de défense, donc je résume, mais je ne me souviens pas, mais je fais confiance au juge Mirande s'il dit qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, et de toute façon, il ne m'a rien appris parce que tout était dans la presse de la veille. Oui, mais sauf que François Bayrou lui-même a démenti cette version en disant qu'il ne l'avait jamais rencontré. Et c'est acculé qu'il dit qu'il finit par le rencontrer. Par ailleurs, sa fille contredit le ministre en disant que non seulement il l'a rencontré, mais en plus il lui a confié avoir, d'une certaine manière, violé le secret d'instruction. Des gendarmes aussi confirment cette version. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'éléments. En fait, tout le monde peut mentir et tout le monde peut se tromper, c'est ce qu'il dit. Mais là, en l'occurrence... Et tout le monde peut avoir des trous de mémoire, parce que les faits remontent à loin. Tout le monde peut avoir des trous de mémoire, mais certains n'ont jamais varié. Le gendarme Montag n'a jamais varié de sa version. Mirande ne varie pas non plus sur sa version. Et il s'est exprimé dans la presse locale avant de s'exprimer sur Mediapart. Donc, et il s'est exprimé également sur certains médias nationaux. Donc peut-être que tout le monde se trompe, mais en tout cas, c'est tout à fait légitime de poser la question. Et moi, je ne considère pas que ce qu'il a dit ce soir délégitime ce que les autres ont dit de cette rencontre. J'aimerais qu'on évoque aussi Françoise Goulengon. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. On en a parlé aussi dans le cadre du sujet qu'on a vu avec Hélène Bonduel, cette professeure de mathématiques qui affirme avoir alerté François Bayrou à 2 reprises, en 1994, par écrit en 1995 directement face à lui. Je vous propose d'écouter sa réaction à la suite de cette audition de François Bayrou. À quoi servirait de lui répondre quoi que ce soit, alors qu'il est évident qu'il est dans le déni de toute responsabilité qui pourrait être la sienne, que ce soit comme ministre d'éducation, que ce soit comme président du conseil général, et que ce soit comme parent d'élève, parce que visiblement, comme parent d'élève, il n'a pas eu l'air de s'intéresser à grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à un homme pareil ? Alors, on la sent remonter, Éric Arassus, vous la connaissez bien, vous l'avez eu comme professeur. Ce qui s'est passé pendant cette audition, c'est que François Bayrou a remis en cause son propre témoignage à elle, se posant même des questions sur sa santé mentale à un moment. En fait, c'est grave de faire ça, parce qu'en fait, on délégitime la parole d'une femme. Vous la connaissez bien, comment elle était perçue par les élèves à l'époque ? Mais rapidement, comme je vous disais tout à l'heure, rapidement, elle a été délégitimée, elle était dans son rôle de professeur, parce qu'elle est arrivée en 1994, pardon. Et en fait, rapidement, elle a eu sa voiture qui a été rayée parce qu'elle nous a vite donné le numéro de l'enfance en danger, le 3919, et elle nous a dit d'appeler parce qu'elle voyait qu'on n'était pas en condition d'études. Rapidement, elle voyait qu'à l'internat, il passait... Nous, on lui disait, madame, ça ne va pas à l'internat, on est violentés, on faisait le piquet au pied du lit où on allait sur le perron pendant des heures et des heures. Pourtant, je n'étais pas un élève turbulent, donc j'avais été confié là-bas parce que ma mère était divorcée, elle voulait que j'aie une bonne éducation. Et, il était question d'une agression physique contre elle dans l'enceinte de Betaram. Le rapport de l'inspection académique
affirme que sa version des faits est fausse. Vous étiez, vous, élève à l'époque. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? En fait, le proviseur général, le CPE, maintenant c'est le nouveau nom, c'est CPE, a motivé des élèves à casser le nez à cette dame. En fait, il y a une bousculade. Vous en êtes certain? Vous avez des preuves de ça? Des preuves, il n'y en a pas, mais c'est des discours parole contre parole. Mais en fait, le CPE de l'époque, c'était Marie-Paul Debert, c'est la même personne qui a mis la gifle à Marc Lacoste-Séris. Et en fait, c'est grave comme accusation. Pourtant, Françoise Gouling peut le dire. Enfin, moi, j'ai pas de contact avec Françoise Gouling, mais je pense qu'elle le dit aussi dans Mediapart. En fait, elle le dit vraiment qu'à l'époque, il y a des élèves qui l'ont bousculée dans la cour d'école, vraiment orientée. Parce qu'elle voulait lancer l'alerte. Oui. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en commission? Je crois ça vous a choqué? Vous êtes intervenu à ce sujet? Vous avez interpellé François Bayrou. J'avais une autre question sur l'Immaculée Conception. Qui est un autre sujet, mais qui est très actuel. Mais j'ai voulu revenir là-dessus parce que j'étais extrêmement choquée par le temps passé par M. Bayrou de manière préparée, préméditée, puisqu'il voulait projeter même la vidéo de son audition pour prouver que cette femme-là était une femme folle, il est gentil, il dit « elle ne mentait pas, elle a fabulé », comme s'il y avait une différence entre les deux termes. J'étais vraiment profondément choquée. Quel intérêt aurait eu cette femme à mentir et à dire qu'elle aurait écrit un courrier à M. Bayrou auquel il n'aurait pas répondu, qu'elle allait chercher à l'alerter, qu'elle en avait parlé à sa femme qui n'avait pas réagi? J'aurais aimé vraiment qu'ils disent « c'est vrai ». Je n'ai pas été assez attentif. Parce que c'est pas des enfants qui ne parlent pas. On a compris votre message. C'est un environnement d'écoute. J'aimerais entendre Perrine Goulet là-dessus. Quand vous entendez Madame Guigou, qui est garde des Sceaux 2 ans après, au moment du dépôt de plainte sur les viols et les agressions sexuelles, alors que le procureur de Pau dit qu'il a fait un signalement et que Madame Guigou dit « je ne l'ai pas reçu », à un moment, moi je ne remets pas en cause la parole de cette dame, mais faire un courrier... M. Bayrou l'a fait, lui. Oui, mais moi, je ne suis pas M. Bayrou, je peux vous faire remarquer. Alors, non, je défends moi, les enfants, vous le savez très bien, et c'est dans ce cadre-là que je suis là. Mais en tout cas, vous et moi qui faisons parfois des inaugurations, on peut avoir des gens qui viennent nous parler, des fois on écoute plus ou moins, parce qu'il y a 2 personnes qui nous parlent. Moi, je ne remets pas en cause on est obligé de s'arrêter là, je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment... Aujourd'hui, moi, le vrai sujet, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de tout fixer, par exemple, sur François Bayrou et qu'on regarde ce qu'on fait pour que demain, dans les établissements, on ait plus... Je suis obligé de vous interrompre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à LCP. Je vous donne un rendez-vous demain à 10h à suivre en direct sur LCP, la conférence de presse de la présidente de la commission d'enquête et des 2 co-rapporteurs de cette commission d'enquête qui sera donc à suivre sur notre antenne. Bonne soirée, bonne nuit à tous.